Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Je pense que là, la majorité des personnes se sont bien connectées. Merci d'avoir attendu. Voilà, l'objectif c'est pour ce nouveau webinaire, puisqu'on en a fait plusieurs justement autour des sujets liés à la gouvernance des données, au cas d'usage data, à la stratégie data, à l'acculturation, etc. On a décidé aujourd'hui d'écouter un petit peu les retours qu'on avait eu de l'auditoire et d'adresser plus en profondeur les sujets des référentiels de données et de la qualité des données qui apparaissent comme étant un challenge, on va dire, majeur aux entreprises qui souhaitent mettre en place une gouvernance des données. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions dans le chat qui est fait pour ça. Voilà, c'est important pour nous, entre guillemets, qu'il y ait une bonne interactivité, justement, et qu'on puisse surtout répondre à vos questions. Donc voilà, généralement, ce qui se passe dans nos webinaires, c'est que vos questions rythment, en fait, la façon dont on présente les choses. Donc n'hésitez vraiment surtout pas à rebondir, intervenir, soit pour nous donner vos retours d'expérience, tout simplement, soit pour vous nous poser vos questions voilà, sur le chat. On y répondra. Donc pour ce webinaire, comme je l'expliquais, il s'inscrit dans une série de contenus autour de la gouvernance des données, donc à la fois des webinaires qui sont disponibles en replay, des articles de blog tout simplement, mais également des livres blancs qui permettent vraiment de mieux comprendre en fait tous les aspects qui sont liés à la mise en place d'une gouvernance, à la mise en place d'une démarche de data management, de data quality, d'acculturation, etc. Donc toutes ces ressources, elles sont disponibles librement sur notre site internet et n'hésitez pas à les consulter si vous en avez besoin. Donc, je suis Nathalie Yoyos, directrice marketing et communication chez Data Value Consulting et je suis avec Abdelaziz Joudar, président du groupe. Enchanté et ravi d'aborder cette nouvelle session d'échange avec vous sur des thématiques qui me sont chères et qui font partie de votre quotidien. Tout à fait. Donc pour démarrer, la gouvernance des données, c'est une priorité qui est vraiment forte et qui est aujourd'hui très marquée lorsqu'on consulte, entre guillemets, les décideurs data au sein des entreprises, mais c'est souvent un sujet qui est difficile à mettre en place. Et là-dessus, donc, nous avons mené une enquête sur les priorités data 2022 en interrogeant à peu près 70 décideurs de grandes entreprises françaises et de grandes administrations. Il y a un certain nombre de freins à la réussite des projets data qui ont été identifiés. Donc, Abdelaziz, je ne sais pas si tu veux commenter peut-être Bien sûr, ce slide montre les principaux freins que nous rencontrons chez beaucoup d'entreprises. Donc, certaines nous l'ont dit dans le cadre du baromètre 2022, d'autres s'en plaignent tous les jours et réfléchissent. Mais en tout cas, sur la gouvernance, je dirais, si on doit revenir un peu à la définition avant d'aller plus loin, c'est essentiellement toutes les pratiques, process qui nous permettent de maîtriser le capital data de l'entreprise. Et aujourd'hui, pour pouvoir en tout cas aller plus loin sur le sujet, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau d'une démarche gouvernance globale. On va retrouver 3 niveaux. Donc, je dirais la fusée à trois étages. Le premier niveau, c'est essentiellement l'organisation. Et quand on parle d'organisation autour de la gouvernance, c'est à la fois la définition des rôles, des responsabilités, toute la comitologie, les process. Et on va, une fois qu'on a posé ce cadre qui permet à l'entreprise de fonctionner, d'échanger, d'itérer, de prioriser, etc., va aller sur le deuxième niveau, et qui sont essentiellement au niveau de la gouvernance, 5 déclinaisons au niveau du data management. Donc, la couche data management va traiter essentiellement les référentiels, la qualité de données, ce que nous appelons en interne le tagging, c'est toute la connaissance que je pourrais avoir autour de ma data, tous les métadonnées qu'on va retrouver à la fois sur les outils de cartographie, de glossaire, mais également on a le pendant organisation de la donnée.
Aujourd'hui, quand on parle dans une entreprise, il y a une multitude d'informations et quand on a un socle ou des socles, un data lake, des data warehouse, des data mart, on a encore des entreprises avec des infocentres, en tout cas au moins ils ont gardé l'appellation même si on a évolué vers autre chose. On a une organisation qui peut devenir très rapidement complexe. Où est-ce qu'ils sont mes données brutes, structurées, non structurées, la donnée agrégée, élémentaire, technique, historisée, voilà, tout ça, ça nécessite en tout cas un regard très particulier dans le cadre du data management, de la gouvernance, et puis on a la problématique de la sensibilité des données, donc données personnelles, de santé, etc., tout ce qu'on peut trouver dans une entreprise. Donc ça, c'est vraiment le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est essentiellement revenir enrichir le premier, savoir l'organisation, via une acculturation. Donc, le troisième niveau, c'est essentiellement l'acculturation. Et dans l'acculturation, donc, c'est un sujet qui a été abordé. Il y a énormément d'activités qui, en fonction des groupes, des communautés, peut s'articuler de différentes manières. D'abord, les groupes, le top management, les métiers, l'IT, la data. Et là, on peut avoir énormément de décomposition pour pouvoir avancer. Mais on a également le contenu qu'on va distribuer à ces groupes, à ces communautés pour pouvoir remonter le niveau sur la data. Et là, on a énormément de choses sur à la fois la formation, la sensibilisation, les événements, etc., que peut faire l'entreprise. Donc, 3 niveaux. Mais qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est que les entreprises, d'abord, il y a plein de couches. Ils voient l'opération comme étant, je dirais, une opération très coûteuse pour l'entreprise, avec un ROI très compliqué. Si on rajoute à ça tous les problèmes que vous voyez sur le slide, je dirais, les problématiques de budget, les problématiques de qualité de données, les problématiques, je dirais, de maîtrise de la technologie, de la culture, etc. Ça fait beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a aussi, ce qu'on observe en tout cas dans l'entreprise, c'est un manque de coordination. C'est-à-dire que certaines entreprises sont lancées sur la gouvernance de données, mais chacun travaille son propre agenda. L'IT d'un côté, on a les métiers de l'autre, les data office quand elles existent, et puis on a une direction générale qui a fixé une stratégie sans forcément avoir de lien entre la stratégie et toute la feuille de route qui est entamée par les... Et ça, avec ça, on va, chaque équipe, on va le voir dans les différents comités, dans les différentes remontées, reporting, etc. Chaque équipe a ses propres initiatives totalement déconnectées les uns des autres. Je dirais la feuille de route n'est pas optimisée en termes et puis on n'a pas de jalons sur lesquels tous les travaux des uns et des autres vont arriver pour pouvoir identifier le reste. Et ça finit par créer la frustration. Mais hélas, malgré toute la frustration qui peut bloquer beaucoup de choses, ce n'est pas une fatalité. Nous l'observons tous les jours. Beaucoup d'entreprises y arrivent, s'en sortent, en mettant en place une autre manière de bosser. Aujourd'hui, on a des silos, chacun avance comme il le souhaite, etc. Et je dirais c'est le mode traditionnel. Qu'est-ce qui va pouvoir aligner tout le monde? Ce qui va pouvoir aligner tout le monde pour pouvoir bien démarrer une gouvernance de données, c'est évidemment une feuille de route qui émane d'une stratégie data. Chez beaucoup d'entreprises, ils voient cet investissement 4-6 semaines généralement pour tracer une feuille de route comme étant un plus, comme étant gérer une perte de temps, une perte de budget, etc. Je vous assure que cette feuille de route, quand elle est bien faite, quand elle fait émerger en tout cas tous les chantiers, qu'elle les ordonnance, qu'elle les lie, qu'elle mette bien les jalons, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il facilite la visibilité. Toute l'entreprise concourt vers le même point, qui sont les jalons intermédiaires pour pouvoir travailler ensemble, et puis qui évoque la stratégie, évoque évidemment un planning en termes de date, en termes de jalons, et sur lequel vont à travers tout ce que pourra aussi drainer la stratégie comme organisation, à savoir la comitologie, mettre les points de convergence entre toutes les différentes équipes pour pouvoir avancer. Donc, si peut-être que vos opérations pour pouvoir mettre en place une bonne gouvernance de données échouent, regardez côté stratégie. Est-ce que toute l'entreprise est alignée sur une même feuille de route et sur une même organisation?
comprends. Donc, effectivement, avoir une stratégie claire, une feuille de route avec des jalons, et derrière, ça corrobore, entre guillemets, les résultats de l'enquête d'un certain nombre de personnes qui avaient constaté un manque d'organisation, de vision de façon globale, des résistances au changement, donc la culturation data, tu en as parlé, et puis derrière, sur la partie data management, la qualité de données qui s'en fait ressentir, et derrière, qui met des difficultés sur l'usage, en fait, sur la manière de déployer les cas d'usage. Donc, effectivement, ça, c'est très compréhensible. Et donc, du coup, si on parle justement de la gouvernance des données, est-ce qu'il y a une démarche aujourd'hui qui permet déjà de savoir d'où on part pour mettre en place sa mise sous gouvernance? Ouais. Sur cette question, je dirais comment démarrer et comment en tout cas aborder la gouvernance de manière assez apaisée. Une fois qu'on a fait notre stratégie, qu'on a nos chantiers qui sont clairement identifiés, je pense que revenir sur, je dirais, son niveau de maturité est important. Pourquoi? Parce qu'elle permet au démarrage de ne pas rater des étapes. Beaucoup d'entreprises pensent qu'ils sont très avancés, et ils le sont dans beaucoup de cas. D'autres pensent qu'ils le sont moins, mais il y a plein de choses qui sont dispersées, cloisonnées, etc. Mais ça existe, etc. Mais je pense que faire un petit check de tous les prérequis qui permettent de définir le niveau, c'est une sorte de compte base, est important en tout cas pour la suite, parce qu'on ne peut pas tracer une bonne feuille de route si on ne sait pas de quel niveau on part. Et pour pouvoir en tout cas à minima s'approcher un peu de son niveau, plusieurs baromètres existent, plusieurs, je dirais, matrices qui permettent de mesurer un peu la maturité existe. Nous, on a l'habitude d'utiliser ceux qui sont assez simples. Je dirais, est-ce que le slide que vous voyez sur l'écran, c'est à la fois un croisement entre d'abord la maîtrise de son patrimoine data, mais également le niveau culturel. Parce que si je maîtrise ma data, donc je vais faciliter énormément de choses. Et ce que vous voyez, les 5 niveaux de maturité que vous voyez, donc je peux partir de l'anarchie jusqu'à une gouvernance 2.0. Une gouvernance 2.0, c'est, je dirais, une organisation parfaite sur les 3 niveaux que j'ai évoqués sur la première question. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'anarchie, l'inventaire, la cartographie et le bon management, mais également l'organisation et l'optimisation du travail ensemble, de la transversalité d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, si je dois évoquer quelques exemples qui vont illustrer un peu le niveau culturel et la maturité culturelle de certaines organisations, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué dans la majorité des entreprises, c'est qu'on crée beaucoup de valeur une fois qu'on a croisé ces informations avec le département voisin ou le département plus éloigné que soi. Aujourd'hui, vous prenez un responsable marketing ou une direction achat, ils maîtrisent parfaitement leurs données, mais leurs données uniquement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps, on n'a même pas je dirais la prétention d'aller regarder au-delà des frontières de son périmètre. Et plus on travaille ensemble dans une société, je dirais, sans frontières, mieux sont les retours sur investissement des cas d'usage qu'on va identifier ensemble. Parce que ça, c'est important. Il y a dans beaucoup de stratégies de data les cas d'usage qu'on va identifier dans l'intra-entité, mais les cas d'usage les plus pertinents, les plus apporteurs de valeur, ce sont les cas d'usage qui sont transverses à l'entreprise, et on ouvre la réflexion à beaucoup d'entités. Et c'est ce que reflète en tout cas cette matrice qui nous permet d'identifier un peu son niveau. C'est que sur une connaissance, donc en partant, je dirais, des données identifiées et localisées, là on est dans le cadre, je dirais, plutôt d'un catalogue de données, ou ce qu'on a appelé inventaire. On rajoute les flux et plus de métadata, on arrive à une cartographie, et puis on a dans la suite de la maturité, une meilleure maîtrise en tout cas des cycles de vie de la donnée, parce que dans l'entreprise, il y a des systèmes qui créent, et puis au fur et à mesure de l'avancement de la donnée dans les différents systèmes de l'entreprise, la donnée, je dirais, subit un certain nombre de transformations, de modifications pour qu'elle devienne mature pour la consommation de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est plutôt un slide sur lequel on peut rester assez longtemps pour revenir sur chaque niveau, qu'on soit en horizontal ou en vertical.
verticale, mais aujourd'hui, on vous le montre de manière à vous dire que pour mieux maîtriser en tout cas sa maturité et connaître un peu sa maturité de départ, utiliser des choses qui existent déjà, des matrices de notation qui vous permettent déjà d'identifier votre niveau de manière à ce que la feuille de route soit beaucoup plus pertinente pour la suite. Ok. Très clair. Et pour finaliser en tout cas sur la feuille de route, sachez aujourd'hui que Stratégie Data va intégrer énormément de chantiers. Donc, on a parlé de stratégie qui émane de la vision business de l'entreprise, ce qu'on va faire avec de la donnée, comment on souhaite créer de la valeur de manière générale dans toutes les entités de l'entreprise. On a évoqué les cas d'usage, les internes, puis les cas d'usage transverses, et puis la barre violette, toute l'organisation qu'on met en place, les ressources, le modèle de delivery, la culturation qui est aussi très, très dépendante du niveau de maturité de l'entreprise, et puis le data management, le bloc, qui va nous permettre de poser la gouvernance avec évidemment les briques importantes qu'on a évoquées, la gouvernance, la connaissance, la sensibilité et puis la sécurité des données. Je comprends, très clair. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur certains aspects ou pour qu'on puisse y répondre en live, n'hésitez surtout pas. Donc du coup, effectivement, donc là on a parlé vraiment de démarche globale, d'audit de maturité un petit peu et de démarche de mise sous gouvernance avec tout ce que ça implique, de la vision jusqu'au déploiement des cas d'usage. Et donc si on parle de manière plus spécifique autour de la qualité de données, donc c'est souvent un frein identifié et on nous sollicite beaucoup sur ces sujets. Est-ce que derrière, il y a une méthode aussi ou une approche à avoir là-dessus? Tout à fait. Donc, on a vu que, en tout cas, l'enquête montre que 37% des entreprises ne se lancent pas sur tous les projets data pour cause de qualité de données. Et c'est une réalité puisque c'est, je dirais, des chiffres qui oscillent entre 35 et 40 et qui sont remontés dans tous les paramètres, le nôtre et d'autres confrères aussi qui le font et qui arrivent quasiment à la même. Donc, ça veut dire que le problème est important, le problème doit être traité. Et pourquoi aujourd'hui on n'avance pas? Parce que beaucoup d'entreprises, malgré tout, on le voit dans nos missions, etc., ont des initiatives. Mais ils n'arrivent pas à avancer de manière importante sur le sujet de la data qualité parce que les sujets sont traités au niveau de manière silotée dans l'entreprise. Et pourquoi ils le sont? Parce que justement, il y a cette stratégie qui manque et qui n'ouvre pas assez, je dirais, les périmètres de manière à créer l'alignement et l'émergence de projets transversaux. Et également aussi un problème de démarche au niveau de la qualité. Quand on parle de la démarche de data qualité et on la veut transverse, donc il y a absolument nécessité, obligation de traiter 4 piliers. Les 4 piliers, vous allez probablement les retrouver dans nos livres blancs qui détaillent bien le sujet. Il y a le premier, c'est la stratégie. C'est qu'est-ce que la qualité de données dans l'entreprise et quels sont les niveaux de non-qualité acceptables dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a rarement vu des entreprises, malgré nos trentaines d'années dans la data et ces déclinaisons, on a rarement vu des entreprises avec 100% de qualité partout. Ça n'existe pas. Pour nous, il y a toujours, et de par ne serait-ce que la vie normale des clients, de leur contrat, de leur, je dirais, action, achat, services, etc. dans l'entreprise, il y a la modification, parce qu'il y a la modification d'adresse, il y a la modification de plein de choses. Et ce niveau, je dirais, de la stratégie nous permet en tout cas d'identifier le niveau acceptable sur lequel il y a consensus à la fois entre la direction générale, les métiers et évidemment ce que peut faire aussi l'IT, parce que des fois aussi, l'IT a son mot à dire parce qu'il y a surcharge, parce qu'il y a énormément de choses. Le deuxième, je dirais, le deuxième pilier, c'est les process. Le process, aujourd'hui, quels sont les process que je vais pouvoir mettre en place dans le cadre de mes travaux de remédiation de la qualité de données et qui me permettent, je dirais, de traiter les anomalies en aval. On a énormément de choses. Donc aujourd'hui, quand on corrige la data, comme le montre le slide, il y a la partie curative. Et la partie curative, c'est, je dirais, la correction, la remédiation en masse que je suis capable de faire.
Je peux le faire au niveau des socles de données, mais ça doit toujours s'accompagner par une correction en aval. Et quand on parle de correction en aval, c'est un agent saisit des informations pour ouvrir des dossiers d'un usager d'une administration ou d'un client, etc. Il faut absolument qu'on mette le maximum de contrôle pour éviter les problématiques de saisie, les problématiques de données incomplètes, etc. Peut-être qu'une fois que le dossier est saisi, validé, faire un coup de correction, normalisation des adresses, etc. C'est cette typologie, je dirais, de travaux d'action qui peuvent se faire de manière à corriger en masse. Et quand on parle de correction en masse, c'est traiter les 80-90% je dirais, d'écart et remédier de manière massive afin de donner, je dirais, un coup de pouce et une avancée substantielle sur la partie qualité de données. Et puis, si je dois rester sur les process, il y a également le préventif. Le préventif, c'est toute la gouvernance que je vais mettre en place, et je reviendrai une fois que j'aurai abordé le 4e pilier, pour pouvoir suivre l'arrivée des erreurs, les identifier, et ça, donc il y a différentes manières de le faire. Il y a à la fois le traitement global de la cohérence de données suivi par des KPI, mais il y a également d'autres procédés que je peux mettre en place dans le cadre des échanges et des évolutions qu'a la donnée au sein de l'entreprise. Et puis, le 3e point, la transformation, c'est là, évidemment, on a atteint un niveau maturité data très élevé, on est à plus de 4, entre 4 et 5. Et là, je dirais que les opérations coulent d'elles-mêmes parce que j'ai acculturé mon entreprise à la qualité de données. J'ai semé des KPI d'identification de la non-qualité sur toute mon organisation et j'ai atteint un niveau qui me permet d'avancer et d'avoir un super niveau de qualité de données et qui permet à mes métiers d'imaginer tous les cas d'usage sans, je dirais, avoir cette réticence vis-à-vis de la confiance au niveau de la donnée. Et puis le 3e pilier, c'est le collaborateur. J'en reviens régulièrement. L'acculturation, c'est un point qui fait planter beaucoup d'entreprises en France et on le voit tous les jours. On a des métiers qui veulent avancer, voire des fois l'IT qui tire, voire des fois la direction générale qui veut aller très vite, mais on n'arrive pas à acculturer l'entreprise pour qu'elle puisse être un support, l'aide pour faire atterrir les projets. Et quand on parle de collaborateurs, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est essentiellement la formation et l'acculturation. La formation et l'acculturation, mais également l'organisation. Aujourd'hui, dans une entreprise mature à la data, bien avancée, c'est le chef data officer qui est, je dirais, le garant de la qualité de données avec un sponsoring direction générale, top management, etc. Et c'est lui qui impose un peu, je dirais, le rythme sur ces thématiques. Et sur ces thématiques, il se base essentiellement sur les data stewards. Les data stewards, c'est essentiellement des relais au niveau des métiers, la RH, le marketing, la logistique, le SAV, etc., pour pouvoir suivre et améliorer la qualité de données au niveau de la base. Et puis, tous ces rôles, tous ces personnages très actifs au niveau de la data se retrouvent au niveau de la comitologie, souvent les comités data, qui ont dans leur ordre du jour des comités, évidemment la data quality, son évolution et son avancement. Et puis le dernier point, c'est la supervision et l'amélioration, c'est les KPI. Là aussi, on va y revenir parce qu'on a un petit slide, mais il y a à minima 3-4 familles qui permettent en tout cas de suivre la qualité tous les jours. Donc, la data quality est une démarche transversale à l'entreprise qui doit être traitée parallèlement à la stratégie data et qui doit absolument traiter, je dirais, les 4 piliers que je viens d'évoquer de manière à passer, à gravir les échelons de maturité, aller vers l'entreprise qui a confiance dans ses données et qui peut lancer tout type de projet sans, je dirais, réfléchir à la validité ou pas d'un indicateur ou d'un tableau. Très bien, très clair. Et donc, du coup, merci. Alors, je vous prie de m'excuser pour le titre. On a pris une ancienne version, bref. Donc, du coup, effectivement, la qualité de données, en plus, tu me disais que la qualité de données, c'était tout le temps, en fait, qu'il fallait. Enfin, voilà, c'est pas un chantier entre guillemets qui se termine, c'est vraiment quelque chose qu'on entretient avec la partie acculturation qui permet vraiment d'avoir cette adhésion
et durablement de pouvoir transformer l'entreprise. Donc ça, je comprends bien. Alors souvent, justement, quand on avait fait l'enquête et qu'on avait interviewé les prospects, enfin les répondants, souvent ils disaient que le chantier prioritaire sur la partie data management, c'est la partie référentiel de données. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi, déjà ce que c'est, et puis comment finalement le mettre en place? Les référentiels des données, c'est, je dirais, le système qui va gérer toute la donnée transverse en entreprise. Et quand on parle de référentiel, c'est à la fois les données qui sont partagées par tous les services. Je dirais de manière assez basique, pour prendre une définition sur laquelle il n'y aurait pas, en tout cas, pas débat aujourd'hui. Et quand on parle de cette donnée transverse, c'est le client, c'est le contrat, c'est l'organisation, c'est les articles et les produits, mais il y a une multitude d'autres référentiels dans certaines administrations. Grandes administrations, on arrive à 600-700 référentiels. Une entreprise industrielle, ETI, moyenne, on est autour d'une centaine. Donc, ce sont des données sur lesquelles il ne faut pas qu'il y ait débat. Joudar Abdelaziz doit avoir pour nom de code 200 000, 225, je dois être partout 200 025, et tout ce qui se rattache à ce code-là dans l'entreprise en termes de vente, en termes de contentieux, en termes de réparation dans le cadre d'un service avant-vente, en cas de livraison, etc., doivent se rattacher à ce code-là. Et donc après, on ne va pas rentrer dans les architectures qui doivent, je dirais, être sous-jacentes à ce système de gestion. Il y en a plein, les centralisés. Est-ce que je crée tous les référentiels en centrale? Est-ce que je donne la main au métier, aux filiales, etc. Toute cette organisation, aujourd'hui, doit œuvrer pour non seulement rendre ces référentiels cohérents, traités, nettoyés, croisés, mais également s'assurer de leur diffusion au sein de l'entreprise. Et quand on parle de diffusion de l'entreprise, donc on est dans le cadre d'une cohérence globale. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui au niveau de l'entreprise et pourquoi les référentiels de données viennent altérer, je dirais, la qualité de données? D'abord, toutes les entreprises ont pris conscience de l'intérêt de ce chantier et lancent, et certaines ont quasiment tout intégré dans le système de gestion de référentiel. C'est la nature de ces projets-là. Et quand on parle de gestion de référentiel, donc on a, je dirais, une itération de référentiel à lancer. On peut commencer par le client, mais le client, si je traite que le client, je commence d'abord par les données du marketing, puis j'intègre après, je dirais, l'ARH, je peux intégrer les départements les uns après les autres. Et pendant ces itérations sur le référentiel client uniquement, je ne vais même pas vous parler de la complexité, par exemple, d'un référentiel comme l'article de produit, parce qu'on va sur les chaînes de fabrication, sur les commandes de matières premières, je vais également sur les ordres de fabrication, mais on a également toute la partie conception d'un produit ou d'un article. Donc la chaîne est beaucoup plus grande, beaucoup plus diffuse dans l'entreprise qu'un référentiel client, qui va se retrouver au niveau du marketing, qui va se retrouver au niveau de la vente, certaines facturations et probablement des services d'après-vente, le SAV, voire d'autres. Mais la thématique produit est beaucoup plus importante. Quand on va parler de ces chantiers, c'est essentiellement leur importance, le déploiement qui est fait pour les uns et les autres, qui peut créer un certain nombre je dirais, d'opérations. C'est pour ça qu'il faut accompagner pour toujours avoir un niveau de qualité impeccable, des réconciliations entre bases. Je déploie le client, une fois que j'ai fait le tour de tous les, je dirais, de tous les services, c'est les opérations de transcodification et les opérations, je dirais, de réconciliation de base qui vont me permettre d'avoir un minima, une brique référentielle traitée et prête pour la suite. Donc voilà, c'est essentiellement, je dirais, de la démarche projet et le déploiement des référentiels qui doit avoir un impact avec des jalons très précis chaque fois que j'ai fini un domaine, d'opérer un certain nombre d'opérations en mode automatique de manière à remettre à niveau pour que le référentiel ne pose plus de problème. Et aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, en tout cas qui sont sur nos baromètres à plus que 3, la problématique référentielle quand elle est traitée a déjà éliminé 85% des problématiques de la qualité de données en relation avec les référentiels. Ok.
Très bien. Et donc, du coup, avec l'outillage qui va avec, la partie MDM, il y a peut-être d'autres solutions derrière qui… Bien sûr, après, si on est dans les produits articles, il y a les PIM. Pour les autres, je dirais qu'ils traitent tout type de référentiel, on est dans les systèmes MDM, etc. Et on va peut-être organiser une session dédiée à ces problématiques de master data management pour évoquer à la fois les fonctionnalités, l'outillage, et évidemment les subtilités et les différences, et surtout les écueils de déploiement de ces projets transversaux importants dans l'entreprise. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, du coup, on a parlé de la qualité de données, de la méthodologie, des process, etc. On a parlé de la partie référentielle aussi, qui était essentielle. Finalement, à quel moment, en fait, ces deux outils ou ces deux concepts se croisent dans le cadre d'une gouvernance? Dans le cadre de la gouvernance, c'est essentiellement, je dirais, la mesure de la qualité de données qui sera installée dans l'entreprise de manière générale, qui va identifier les problématiques de référentiel. Toutes les entreprises dans lesquelles aujourd'hui on a installé des KPI pour mesurer la qualité de données dans la durée, ils ont déjà traité le curatif, et ils ont énormément remonté d'erreurs et d'anomalies au système opérationnel pour corriger. Donc, on a traité également cette partie-là. Et on a semé un peu partout dans l'entreprise des indicateurs qui sont remontés dans un dashboarding qualité. Donc, sur ces dashboards, on va trouver essentiellement 3 familles d'indicateurs. Les critères intrinsèques, c'est-à-dire la donnée elle-même. Quand je regarde si la donnée, c'est par exemple une date de naissance pour un client est complétée ou pas, on est essentiellement sur la donnée intrinsèque au client. La complétude, l'exactitude, est-ce que le code département est bon? Est-ce que la conformité, je suis conforme à toutes les règles que j'ai définies dans la stratégie et que j'ai impactées un peu partout dans mes outils? Et puis, on a une deuxième famille qui est essentiellement, je dirais, les critères de service. Et une troisième qui aujourd'hui commence à être généralisée dans l'entreprise, c'est tous les critères en relation avec la qualité de données et surtout avec la sécurité de la donnée. On peut évoquer, quand il y a de la donnée de santé, donc rajouter un certain nombre d'indicateurs. Il y a également les critères pour tout simplement dire que c'est une donnée sensible et surtout comment elle a été manipulée, si elle a été manipulée, la traçabilité qui va avec, et surtout préparer les indicateurs pour l'auditabilité de la donnée. Dans beaucoup de cadres aujourd'hui, le réglementaire impose la possibilité d'auditer un certain nombre de données. Donc, si on revient maintenant, qu'on a décrit un peu les 3 familles, on revient sur un niveau beaucoup plus synthétique. Le suivi de la dégradation de la qualité des référentiels est essentiellement suivi aujourd'hui au niveau des dashboarding qualité de données par deux typologies d'indicateurs. C'est les critères d'unicité, de cohérence. Et là, de temps en temps, beaucoup d'entreprises lancent des patchs de manière mensuelle pour s'assurer que tous les contrats sont, par exemple, rattachés à des clients, que toutes les opérations aujourd'hui montrent une donnée avec toutes, je dirais, les clés secondaires en relation avec des référentiels pointés existants dans l'entreprise, etc. C'est cette typologie de données aujourd'hui qui nous permet, en tout cas, d'avoir ce lien fort entre les référentiels et la qualité de données. Quand les référentiels sont bien traités, bien suivis, etc., on baisse drastiquement les problèmes de qualité et la remédiation va s'opérer essentiellement sur des problématiques essentiellement de forme et je dirais, de service autour de la donnée, mais les référentiels restent, je dirais, de bonne qualité et n'altèrent pas gravement le socle de manière générale. Très clair. Donc, merci beaucoup, effectivement, pour ces aspects. Donc, on a bien compris, effectivement, la stratégie, la mise en place et l'approche qu'il fallait avoir. Pourtant, parfois, tout ça s'est mis en place au sein des entreprises. Ils ont tout l'outillage, ils ont tous les process, etc. Mais il y a encore des freins à l'utilisation, à la compréhension peut-être, etc. Donc, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu le justifies, en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour… Le gros des problèmes, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'acculturation. Et quand on est moins acculturé à la donnée, non seulement on ne comprend pas,
de quoi on dispose, où est-ce qu'elle se retrouve la donnée, comment on peut l'utiliser en termes d'exploitation, comment échanger autour de la donnée, comment partager la donnée et comment surtout l'exploiter. Et les problèmes viennent, je dirais, de ces méconnaissances de la donnée. C'est pour ça que les problématiques d'acculturation doivent absolument être traitées, je dirais, dès le démarrage, et la stratégie data, comme nous l'avons souligné dès la première question, est un prérequis qui pose le cadre. Acculturer je dirais, les agents de l'administration, acculturer le salarié de l'entreprise doit être une des priorités de la stratégie data. C'est en acculturant qu'on non seulement va identifier les cas d'usage qui génèrent de la valeur, mais également le patrimoine data qui a été, je dirais, récolté un peu partout sur tout l'ensemble des systèmes, que localisé dans un entrepôt, data lake, data warehouse, toutes les terminologies sont acceptables, croisées, etc., peut durer le plus longtemps et s'opérer de manière assez facile, puisque une fois que la qualité de données est traitée, on a réglé toutes les problématiques. Donc, le premier sujet, c'est essentiellement la qualité de données. Et puis, c'est essentiellement l'acculturation. Ouais. Et une fois qu'on a traité l'acculturation, après, il faut aussi opérer sur les autres sujets, c'est les connaissances des outils. Aujourd'hui, outiller une entreprise sur les aspects qualité de données, connaissances, carto, glossaire, etc. C'est aussi, on n'a pas de parti pris avec les éditeurs, on travaille avec tout le monde et on travaille en même temps avec personne parce qu'on n'est pas aujourd'hui, on opère sur le monde du conseil et on le reste. Mais je pense que s'équiper d'un outil aussi peut régler beaucoup de problématiques, parce que les problématiques aujourd'hui qui se posent, c'est essentiellement sur les aspects réglementaires, la traçabilité, l'auditabilité, etc. Tous ces points-là se font de manière automatique au niveau des outils. Mais l'outil peut également aider à gérer le versionning, aider à identifier un certain nombre de problématiques de qualité de données. Et surtout, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train d'arriver et commence à équiper, je dirais, un certain nombre d'outils, même si elle n'est pas mature partout. Donc, l'outillage n'est pas un investissement vain. C'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de valeur et surtout automatiser un certain nombre d'opérations et de suivi de la qualité de données qu'on a l'habitude de faire, je dirais, en attendant ce qui remonte des bases, mais de manière construite de manière artisanale. L'outil permet d'industrialiser très rapidement les choses. Et l'outil arrive à la fin, finalement, j'imagine. L'outil arrive à la fin. L'outil, il ne faut pas s'équiper d'outils. Beaucoup d'entreprises, pour en tout cas bien avancer sur les aspects, je dirais, gouvernance de données, commencent à poser le cadre, des fois sur un Excel assez basique, mais très rapidement, il y a la réflexion sur les choix d'outils qui s'opèrent, l'identification des bons critères, parce qu'aujourd'hui, aucun outil ne couvre à 100% les besoins de l'entreprise. Donc, si on doit faire, je dirais, les matrices de conformité, on est autour de 70-75% de couverture de chacun des outils. Il y a des outils qui sont faits pour les très grands comptes, les très grosses entreprises, je ne vais pas donner de nom, et qui sont compliqués à déployer chez les petits comptes et comptes moyens. Et il y a également des outils qui sont adaptés plutôt à l'ETI et qui, dans le cadre de grands groupes, avec la complexité organisationnelle qu'on peut avoir, peuvent poser problème. Donc, aider à choisir l'outil et puis introduire dans le cadre des choix la pondération qui peut préparer en tout cas l'entreprise à sacrifier demain un certain nombre de fonctionnalités si on est à amener, parce que finalement on choisit, quand on fait des choix, on choisit entre des outils qui couvrent tous les besoins entre 70 et 80%. Donc il faudrait qu'on soit prêt à accepter une moindre performance sur une fonctionnalité dans le cadre de choix d'un outil. Ok. Il y a une question assez intéressante, très concrète pour le coup. Comment est-ce que tu envisages un peu le jour 1 de l'exploration de la qualité des données et l'ambition d'une stratégie data? En gros, devant cette tâche qui paraît énorme et insurmontable, en fait, par quoi tu démarres? Il faut démarrer par, je dirais, si on n'a pas la possibilité de faire de la carto, et il faut démarrer par l'inventaire, à minima, savoir de quelles données je dispose et où est-ce qu'elles se trouvent. Et une fois qu'on a cette... parce que entre l'inventaire et la carto, il y a les flux de données.
Et quand on aborde des flux de données, on a déjà abordé quelque part le cycle de vie de la donnée dans l'entreprise. Mais à minima, sur un inventaire des données, on peut commencer à travailler avec les métiers, travailler avec l'IT, avec les responsables applicatifs pour positionner, dans le cadre des métadonnées que je vais pouvoir intégrer à cet inventaire, sur les données, les objets métiers, intégrer un qualificatif ou un indicateur sur la qualité de données. Donc là, je sais de quelles données je dispose, où est-ce qu'elles se trouvent, et j'ai une troisième information, le niveau de qualité. Et puis après, dans le cadre des stratégies data, voir quels sont les chantiers qui sont prioritaires dans ce cadre-là pour pouvoir en tout cas opérer les opérations. Quatrième étape, de quel problème, si jamais il y a des problèmes, de quel problème on a sur les données. Est-ce que c'est, on vient d'évoquer les référentiels, est-ce que c'est un problème de référentiel? Est-ce que c'est un problème plutôt d'informations manquantes sur les dates, sur d'autres valeurs, etc., de manière à pouvoir enrichir, je dirais, l'information sur les écarts. Et une fois qu'on a travaillé tous ces travaux-là, il faut revenir sur le cycle de vie de la donnée. Le cycle de vie de la donnée va identifier les étapes majeures qui introduisent des modifications sur l'entreprise. Des fois, la donnée, le système opérationnel la crée, je dirais, sous un format correct, cohérent par rapport à l'entreprise. Au fur et à mesure de son évolution, il y a à un moment certaines conditions, mais qui n'arrivent pas tout le temps, qui modifient, mais je dirais de manière assez négative, en tout cas, à l'écart de ce qu'on attendait, une information et qui va continuer sa trajectoire dans l'entreprise, fausse, incohérente, peut-être pas fidèle à ce qu'on aurait voulu, parce que peut-être que dans le cadre de la détection des anomalies sur le programme, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout couvert. Donc c'est pour cela que la maîtrise de de cycle de vie va nous permettre, sur l'étape suivante, d'avoir la bonne analyse et surtout de poser les bonnes solutions pour remédier. Aujourd'hui, à chaque problématique de qualité de données, on doit avoir surtout un programme de remédiation et également surtout le lien entre tous les programmes. Parce qu'aujourd'hui, pour corriger une base, je vous donne un exemple, on travaille sur les bases contentieuses la base du contentieux d'une administration ou d'un grand groupe. Il y a énormément d'écarts. On audite, on identifie les écarts, on identifie les causes des écarts et on met en place les suggestions de remédiation. Ces suggestions, parce que un dossier où un client peut avoir demain 80 informations, si j'ai 15 que je dois corriger, quel programme lancer en premier? Donc, l'ordonnancement est très, très important dans les programmes de remédiation. Par quoi je vais commencer? Parce que chaque modification peut avoir un impact un peu partout sur le système d'information. Donc voilà, donc plein d'étapes, mais j'en ai cité un peu les importantes, mais on a écrit un livre blanc sur la data quality qui, je dirais, donne dans le détail les prérequis, les opérations, les livrables pour chacune des étapes et qui vous permettra de guider un peu la réflexion. Mais on peut également échanger après pour pouvoir aller plus vite. Il y a une très bonne question, je pense qu'elle va te plaire celle-ci. Est-ce que tu as des exemples de quick win en matière d'acculturation qui permettent d'embarquer un maximum de collaborateurs, y compris les plus résistants et les plus réfractaires? Ce que les entreprises font généralement, c'est soit, en tout cas notre recommandation, soit la cartographie quand il n'y a pas de cartographie. Une fois qu'on sait tout ce que l'entreprise dispose, avec des métadonnées très pertinents, très parlants, ça permet en tout cas d'éveiller un peu la conscience data dans l'entreprise. D'autres clients avec lesquels on a été obligé d'aider à prioriser les choses, sur les cas d'usage, moi, je prendrai tout cas d'usage simple qui me corrige la donnée. Donc, Carto, Data Quality. Quand on corrige la qualité de données, on sème l'espoir dans l'entreprise. Mes données sont corrigées, sont propres parce que tel département les utilise et les dashboards ne sont pas mauvais. On crée l'adhésion, on crée je dirais, l'envie au sein des départements d'aller plus loin. Je parlerai de ça parce que l'acculturation, justement, qui est importante
du top management doit aider aussi à parler de tous ces premiers projets qui étaient simples, qui ont donné des retours sur investissement et qui ont aidé à corriger la data quality. Et comment faire justement quand il y a des populations qui sont très réfractaires un petit peu au changement? Je sais que tu avais parlé de faire des programmes un peu spécifiques à chaque persona, etc. Ouais. Sur la partie acculturation. La première, je dirais le premier groupe de salariés à acculturer dans l'entreprise, parce que sans aide, on ne peut rien faire, c'est le top management. Le top management, c'est si vous avez une seule, je dirais, un seul groupe sur lequel d'abord poser les efforts, aller voir, et je sais que c'est compliqué, comment je vais parler à mon directeur général, que je croise une fois dans l'année, comment je vais lui parler, etc. Faites-vous aider. Le top manager, la direction générale, quand elle est acculturée, elle vous ouvre les portes. C'est un sponsor, elle dégage des budgets, elle soutient, elle parle de vos projets réussis. C'est plein d'avantages que vous pouvez avoir. Donc, commencez par là, l'acculturation. Je sais que beaucoup de directions générales restent réfractaires à la data, mais la majorité, et je vous assure, a compris l'intérêt de la data. Allez les voir, ils sont submergés de travaux, etc., mais trouvez un petit créneau, parlez de la data, de tout ce qu'elle peut apporter, et surtout parler rentabilité, retour sur investissement. Ils vous donnent les budgets, c'est tout à fait normal qu'ils attendent des retours sur investissement, donc parlez aussi, je dirais, retour sur investissement de manière à susciter l'adhésion, et dans la majorité des cas, ça fonctionne. D'autres ne vont pas suivre parce qu'il y a aussi surcharge, il y a peut-être d'autres priorités, il y a de la politique qu'on ne maîtrise pas, mais la majorité arrive à vous suivre si vous leur parlez retour sur investissement et surtout les exemples que réussissent la concurrence, les confrères. C'est très important et ça parle je dirais, à un dirigeant. Tout à fait. De toute façon, on a fait un webinaire autour de l'acculturation et surtout, on est vraiment beaucoup sollicité sur ce sujet-là. Donc, pour tout ce qui est quick win, etc., n'hésitez pas à nous solliciter. De toute façon, on vous proposera de prendre rendez-vous avec Abdelaziz juste après le webinaire pour échanger sur vos problématiques propres sans problème. Et puis, voilà, on a plein de choses, entre guillemets, dans le catalogue. Il y en a une question, justement, donc pour commencer, par exemple, sous forme de POC. Est-ce qu'il ne vaut pas, sur la partie qualité de données, commencer sur un domaine où on sait que la donnée est de bonne qualité et bien décrite, comme par exemple le contrôle de gestion ou la finance, pour prouver son efficacité? Bien sûr. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le cas d'usage simple. Prenez les cas qui vont vite et qui vont permettre de brandir des succès très rapidement. Le quick win sur des choses qui ne sont pas totalement dégradées. Si vous parlez, par exemple, d'un dossier complexe où il y a 150 champs et la moitié des champs peuvent être absents, vides, compliqués en termes de règles de gestion à traiter, etc., c'est vraiment gravir l'Everest. Donc, commencez par des choses simples, même si le retour sur investissement ou la plus-value est moindre, mais ça vous met dans la dynamique gagnante et ça crée de l'espoir. Et effectivement, la finance, de par les passages de commissaire au compte, de par de toute l'auditabilité que peut subir l'entreprise, généralement, on est sur des informations dont la qualité est bonne. En tout cas, c'est pour toutes les entreprises qui font plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, les commissaires aux comptes sont là, on double et on balise un peu je dirais, les contrôles dans tous les sens, et généralement l'information est bonne. Une personne demande si on a des exemples de trames pour les référentiels. On a des exemples de trames pour les référentiels? Des trames, je ne sais pas de quelle trame on parle. Ouais, n'hésitez pas à revenir vers nous, entre guillemets, pour approfondir vos demandes. Oui. On vous aiguillera au mieux sur les outils. Alors, on demande ton nom exact. Probablement trame sur le choix d'outils, c'est ça? Peut-être, ouais. Oui, bien sûr. Donc, on opère, on fait des choix pour nos clients. Des fichiers Excel type, des choses qui peuvent aider, entre guillemets. Bien sûr, on les a. On peut en parler. Et c'est des matrices de choix qu'on a l'habitude de concevoir pour nos clients pour les aider non seulement à positionner les fonctionnalités, mais en fonction, je dirais, du vécu, du contexte de l'entreprise, à bien positionner les notations et ce que j'évoquais tout à l'heure, les pondérations pour pouvoir en tout cas optimiser les choix. Tout à fait. Et une dernière question, est-ce que tu as des exemples de ROI, justement, quand on parlait tout à l'heure de démontrer le ROI, etc. Est-ce que tu as des choses en tête, des choses que tu as pu voir ou autres? Oui, le ROI, en tout cas sur ces problématiques,
Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué de dire à une entreprise, je fidélise les clients, etc. Donc, non, excuse-moi. ROI sur la qualité de données, sur la mise en place d'un glossaire et d'un dictionnaire. Oui, le retour sur investissement est intéressant et se voit dans les 6 mois qui suivent sur la qualité des cas d'usage. Ce que j'évoquais tout à l'heure, les cas d'usage, aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, on est sur le basique. Calculez-nous le chiffre d'affaires décliné par ceci, par cela. Faites-nous une petite segmentation qui permettra d'optimiser les finances des campagnes marketing, etc. Mais on n'est pas... Quand l'entreprise est acculturée, quand la qualité est gérée, quand les problématiques sont, je dirais, autour des référentiels qui sont traités, on peut ouvrir à l'entreprise parce qu'on se partage, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les données transverses, beaucoup de choses qui sont communes un peu partout où on est dans l'entreprise, le client et le client. Je dirais le produit ou l'article, c'est la même chose. Et on arrive à aller sur des cas d'usage beaucoup plus importants. Et justement, la recommandation que nous faisons toujours à nos clients, c'est de prendre des cas d'usage simples qui corrigent, si possible, la qualité de données. Là, on a un double jeu. On a un retour sur investissement, même faible, qui peut en tout cas créer l'espoir et acculturer l'entreprise pour aller plus vite. Mais on a également corrigé les données pour tous les cas d'usage qui vont venir après et qui permettront à l'entreprise d'aller beaucoup plus vite. Exactement, tout à fait. Alors, il y a d'autres questions. Comment diffuser une cartographie pour acculturer? La cartographie pour acculturer peut faire, une fois qu'elle est faite, complète, même des fois imparfaite sur certaines métadonnées, c'est pas grave. Vous pouvez également itérer sur la cartographie de la donnée, c'est-à-dire faire une avec le problème de certaines entreprises, c'est qu'ils font des cartographies avec 50 métadonnées. C'est pas possible, c'est fastidieux, c'est laborieux, faire le tour, solliciter 50 fois les responsables applicatifs, etc. Notre conseil, cartographie, 10 métadonnées, pas plus. 10 métadonnées, même s'il y a une qui est imparfaite, c'est pas grave. Je diffuse. Je parlais tout à l'heure de la sensibilisation, de la formation au niveau de l'acculturation des personnes de l'entreprise. Faites montrer, je dirais, dans le cadre de ces événements, de ces points de rendez-vous autour de la data, la cartographie. Faites-la connaître à travers les newsletters, à travers les événements. Et ce n'est que comme ça. Quand un responsable sait qu'il dispose de toute la donnée, dans les métadonnées, vous avez dit que la qualité de données est bonne, moyenne, il fonce, il prend des cas d'usage et il avance. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez le premier, vous communiquez sur ses succès, tous les autres viennent. Donc voilà, cartographie, simplicité, parce que même dans la cartographie, on peut faire une V1, V2, V3, je rajoute plus de métadonnées, plus de qualité et j'enrichis. Je commence par un domaine de l'entreprise, je ne sais pas, la vente, la conception de produits, je ne sais pas, tout dépendra de la stratégie de l'entreprise. Et puis, un deuxième domaine, un troisième domaine. Et en même temps, je passe de 10 métadonnées à 15, à 20, etc. Et j'enrichis de manière à... Et là, c'est le bonheur pour les métiers. Autre question, et sorry, parce que je crois que tu l'as eu il n'y a pas longtemps par un prospect ou un client. Est-ce que c'est possible de parler de data gouvernance quand la société n'a pas de data stratégie? On peut évidemment parler de data gouvernance, mais une data gouvernance est généralement liée à la stratégie. Et la stratégie, c'est derrière la vision business de la direction générale. Si on veut faire, je dirais, les choses dans les règles de l'art, mais je sais que beaucoup d'entreprises n'ont pas traité la problématique de la vision, un peu moins la problématique de la Oula, Non, c'est bon, t'es encore avec moi. On est dans la même pièce. J'ai plus de batterie, désolé. Donc, j'ai cette notion, je dirais, de data gouvernance peut aussi se résumer à des initiatives, je dirais, qui peuvent préparer le terrain. Mais la gouvernance est souvent liée à la stratégie, qui elle-même est liée à la vision de l'entreprise, de manière à ce qu'on aide le business et on vient cultiver à la fois la culture et l'envie pour faire atterrir la stratégie de l'entreprise et sa vision. Très bien.
Super. Et toute petite dernière question. Donc, une personne nous dit qu'en fait, la plupart des logiciels qu'on peut mettre en place intègrent leur propre outil de BI. Est-ce que c'est pas un frein technique à une stratégie globale d'entreprise? Enfin, d'avoir une couche, entre guillemets, de BI, en fait. Je dirais, ces outils avec de la BI intégrée a l'avantage d'aller beaucoup plus vite pour remonter les indicateurs basiques standards sur un métier. Je sais pas, la logistique, la supply chain, demain, je peux mettre en place un outil ou sur le CRM, que les CRM aujourd'hui ont de facto un certain nombre d'indicateurs. Mais la richesse de l'entreprise aujourd'hui, c'est la possibilité de croiser beaucoup plus large que son domaine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, effectivement, la BI intégrée rend beaucoup de services, on la voit dans beaucoup d'entreprises, elle fonctionne, mais le domaine est assez, je dirais, assez limité. Si on veut ouvrir plus, aller vers aussi des utilisations beaucoup plus poussées, l'IA, le machine learning, il faut le socle de données sur lequel se déversent toutes les données de l'entreprise. Certains algorithmes qui commencent à devenir un peu sérieux dans l'entreprise, c'est ces comptes à son variable. Ces comptes à son variable, ce n'est pas un outil aujourd'hui, je dirais, de BI intégré à un département qui peut avoir en tout cas ce niveau de maturité. Donc, tout dépend de la valeur ajoutée qu'on souhaite avoir. Ok, je comprends très bien. Écoute, merci beaucoup Abdelaziz pour tous ces conseils. Et merci à tous. Du coup, on arrive sur la fin du webinaire. J'avais prévu quelques slides. Bon, voilà, on n'a pas pu terminer. Quelques mots peut-être sur DVC. Data Value, c'est une jeune entreprise, 7 ans d'existence. Nous sommes 200 aujourd'hui sur l'ensemble des entités du groupe. Nos domaines d'intervention restent évidemment la data, qu'on traite sur toute sa chaîne de valeur, du conseil, stratégie, vision, très amont, métier, direction générale. Et évidemment, on travaille aussi sur l'organisation et on va jusqu'à la mise en œuvre de projets. Donc, on accompagne beaucoup de clients. Notre dada aujourd'hui, c'est l'administration et l'administration centrale. Nous accompagnons l'armée, le ministère de la Justice, la douane, beaucoup de grosses administrations, des agences de l'État. Donc, ça va de l'INSEE jusqu'à l'ONF, l'IGN, etc. Mais 60% aussi des business qui est positionné sur le privé. Le privé, ça va je dirais, du monde de luxe, LVMH, Christian Dior, jusqu'à des acteurs de l'énergie comme EDF, GRDF, et puis tant d'autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. La spécificité aussi de Data Value, si je dois dire juste une petite phrase, et probablement, si on n'avait qu'une seule à retenir, c'est le partage. Aujourd'hui, Data Value, c'est une des rares entreprises qui publie pratiquement 6-7 livres blancs par an sur toutes les problématiques de la data. On les a traitées en long et en large, etc. Et nos clients nous apprécient pour cette qualité de partage que nous avons installée, je dirais, depuis 3-4 ans maintenant, et qui apporte beaucoup, beaucoup de valeur à nos clients. Et c'est ce que vous voyez sur les slides. Donc, sur la majorité de thématiques, on a aujourd'hui des publications et surtout la culture, on est acculturé au partage. Donc, chaque fois qu'un sujet est traité 2-3 fois chez nous, donc il finit dans un livre blanc avec évidemment des recommandations qui permettent à beaucoup de nos clients d'aller plus vite sur leur projet. C'est ce qui nous fait plaisir. Exactement. Écoute, merci beaucoup Abdelaziz et merci à tous pour toutes ces questions, comme toujours. C'est un plaisir d'aller auprès de vous, entre guillemets, pour comprendre un petit peu les problématiques. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des conseils sur des prochaines thématiques, des questions que vous avez et autres, on est disponible pour ça. Et on va vous faire un mail, donc du coup cet après-midi, pour certains, si vous souhaitez prolonger l'échange avec Abdelaziz, il se met toujours à votre disposition dans les jours à venir pour échanger avec vous. Et merci Nathalie pour ces moments d'échange sympas. Merci à toi. Bonne journée à tous. Excellente journée. Au revoir.